En premier lieu, je dirais la tendance mondiale des groupes automobiles qui souhaitent à réduire leur dépendance à l'Asie. Et là, la Tunisie elle doit se positionner et elle doit capter une partie de cette relocalisation. 13% des entreprises ont développé une stratégie Industrie 4.0. Uniquement 13% ont des programmes de formation Industrie 4.0 pour tous les collaborateurs. On doit mettre en avant les success stories en Tunisie, le savoir-faire des experts et des entreprises. Voilà. Tout ça, ça va permettre de se différencier et de créer une identité unique, différente pour le secteur automobile en Tunisie. Mohamed Driss Bejama, senior manager chez EY Tunisie en business consulting, en charge de l'offre supply chain et industrie 4.0. J'ai 16 années d'expérience, dont une dizaine dans l'industrie des gaz et l'industrie automobile, et 6 années dans le secteur du conseil. Alors, EY Tunisie, c'est une filiale du réseau international Ernst & Young. Nous sommes un cabinet leader des services de l'audit, du conseil, de fiscalité et de transactions. Nous sommes présents sur le marché local, sur l'Afrique francophone, aussi sur la région de MENA, mais aussi sur d'autres régions comme l'Europe à travers la collaboration avec nos collaborateurs sur les bureaux locaux. On est environ 1000 collaborateurs et nous avons un ensemble de solutions, ce qu'on appelle chez nous des field of play, qui nous permettent d'accompagner nos clients dans leur transformation, dans la performance de leurs activités, dans un environnement en constante évolution. Alors, c'est un pacte sectoriel. C'est un nouveau mode opératoire pour relancer le secteur automobile en Tunisie. C'est le fruit de concertations et de propositions convenues entre les différentes parties prenantes du secteur public, du secteur privé. Donc c'est un pacte qui vise à réaliser un certain nombre d'objectifs, principalement le développement des exportations. On souhaite aller à 13,5 milliards de dinars en 2027 par exemple, augmentation des investissements, augmentation aussi des emplois, plus 60 000 emplois en 2027. On vise aussi l'amélioration du taux d'intégration pour atteindre les 48% et aussi le taux d'encadrement. Donc tout ça, pour réaliser tout ça, il y a eu 31 mesures ont été identifiées par les parties prenantes et qui ont été structurées autour de 5 axes. Le premier axe concerne l'infrastructure, c'est lié principalement à l'infrastructure logistique, l'amélioration des ports, la construction du port en eau profonde, tout ce qui est pré-aménagement de sites pour recevoir de nouveaux équipementiers, tout ce qui est aménagement de zones industrielles selon les standards internationaux. Voilà. Il y a le deuxième axe qui concerne le cadre réglementaire. Et ça, c'est des mesures principalement en relation avec le développement des offres pays. La facilitation de tout ce qui est procédures douanières, de procédures administratives, l'incitation à l'investissement. Il y en a aussi d'autres mesures par rapport à la réforme, par exemple, des lois de l'exploitation des déchets ou tout ce qui est en relation avec l'investissement à l'étranger. Le troisième axe concerne le volet recherche et développement qui vise à développer des compétences spécifiques pour le secteur. Et là, à travers, par exemple, l'élaboration d'un référentiel métier, le développement des branches spécialisées, amélioration de la collaboration entre les universités et les entreprises. Voilà. Par la suite, il y a le quatrième axe qui concerne la recherche et le développement. C'est un axe qui vise à développer des centres de compétences, de formation spécifique, tout ce qui est aussi incubation de start-up, matching entre les universitaires et les professionnels et une amélioration de la collaboration avec les clusters spécifiques et spécialisés. Le dernier axe qui touche le volet visibilité et image. Et là, c'est tout ce qui est promotion du secteur à travers le démarchage, le lobbying gouvernemental, à travers le secteur privé, à travers l'élaboration de nouveaux accords sur le plan régional, à travers l'exploitation davantage du réseau d'ambassadeurs tunisiens pour promouvoir et booster le secteur.
Depuis, il y a une gouvernance qui a été mise en place pour passer à la mise en œuvre des mesures et la concrétisation des mesures. Cette gouvernance elle est constituée de 6 comités. Un comité de pilotage dont l'objectif qui a comme responsabilité de faire le suivi, de prendre des décisions et des arbitrages, et par la suite 5 comités techniques qui sont relatifs aux axes prédéfinis dans le pacte automobile. Donc ces comités sont en train de travailler, de se réunir périodiquement pour faire l'état d'avancement des mesures d'une part, et par la suite il y a un plan d'action détaillé qui a été mis en place avec des responsabilités et des délais bien définis pour pouvoir mesurer l'avancement. Je vais citer à titre d'exemple quelques mesures qui avancent. Voilà, donc par exemple sur le volet infrastructure, il y a des sites qui ont été identifiés et qui sont conformes par rapport aux attentes des acteurs de l'automobile pour recevoir de nouveaux équipementiers. Sur le volet cadre réglementaire, il y a une task force qui a été mise en place pour travailler sur les offres pays. On parle de 3 offres pays, une offre véhicule électrique, une offre équipementier et une offre mobilité connectée. Voilà. Sur le volet par exemple emploi et formation, on avance sur l'élaboration du référentiel métier à travers des réunions pour validation de la méthodologie, la cartographie des métiers et tout. Sinon concernant le volet R&D, il y a en cours maintenant une incubation d'une dizaine de startups dans le cadre du projet S-Drive. Et au final, concernant le comité visibilité et image, il y a eu un recensement par exemple des accords qui existent et des accords potentiels. Il y a eu une définition des besoins du secteur privé par rapport au protocole d'accord avec l'Algérie et un dashboard sectuel a été développé en collaboration avec l'API. Il faut noter qu'il y a un comité, un 6e comité qui sera mis en place qui va traiter le sujet durabilité et tout ce qui est enjeu lié à la décarbonation. Sur le marché, il y a le partenaire européen. Il y a une conjoncture un peu difficile avec ce partenaire où on voit par exemple des baisses en termes du chiffre d'affaires sur quelques constructeurs automobiles. Voilà. Il y a par contre une forte croissance chez des acteurs chinois. Voilà. Mais nous, indépendamment de cette conjoncture, je pense que le secteur en Tunisie se porte bien. Voilà, parce que c'est un secteur qui génère un chiffre d'affaires de 8 milliards de dinars aujourd'hui. Il assure plus qu'environ 100 000 emplois directs et indirects. Il y a des acteurs à l'international, des géants de l'automobile qui sont installés en Tunisie et aussi des acteurs tunisiens, des groupes et des entreprises tunisiennes qui sont très performantes et qui sont très bien positionnées sur le marché international. Il y a sur le marché tunisien aussi, sur le secteur, il y a une dynamique d'investissement qui est significative. On a observé dernièrement qu'il y a des investissements de la part d'un acteur international de l'automobile sur la région de Bizerte avec un budget environ 300 millions de dinars. Et aussi, il y a des extensions des acteurs qui existent avec une valeur estimée d'1 milliard de dinars. Voilà, tout ça pour dire que c'est un secteur en Tunisie stratégique qui peut se développer, qui peut créer de la croissance, mais qui doit s'adapter avec un environnement, avec une conjoncture difficile, qui doit gagner en résilience pour faire face à ce contexte qui n'est pas toujours favorable. En termes de force, je dirais en premier lieu, c'est le capital humain. En Tunisie, on a une main-d'œuvre très bien qualifiée et compétitive et qui est capable de créer de la valeur voilà, si les moyens sont là et si l'environnement il est favorable. Et par la suite, je dirais aussi, c'est qu'on a un écosystème qui est très riche et très bien développé. On parle d'environ 300 entreprises qui sont actives sur le secteur de l'industrie automobile. Il y en a des centres techniques, des technopoles, il y a des prestataires de services spécialisés, il y a des startups. Tout ça, ça permet de créer un environnement favorable à la création de valeur.
Je dirais aussi c'est l'emplacement aussi de la Tunisie, la proximité géographique et culturelle à l'Europe, ça c'est évident, mais aussi l'ambition nationale et la vision stratégique à travers ce pacte automobile. Voilà, donc, et ce dialogue et cette collaboration public-privé, je pense que c'est très positif et c'est un point très fort pour le secteur. En premier lieu, je dirais la dépendance au marché européen et la dépendance à la sous-traitance. Voilà, cette dépendance qui limite le développement de produits à forte valeur ajoutée, ça d'une part. Par la suite, on parle de tout ce qui est aussi une rigidité administrative et réglementaire qui impacte à la fois les acteurs et qui peut impacter aussi les investisseurs aussi étrangers qui veulent s'installer en Tunisie. Il y a le problème aussi de l'infrastructure en Tunisie, je parle de l'infrastructure logistique spécialement, qui a un impact sur l'excellence, sur la performance opérationnelle des entreprises, non seulement sur les délais, sur la qualité aussi du service, sur la capacité des entreprises à réagir aux besoins de leurs partenaires, à être réactifs par rapport aux besoins de leurs partenaires, mais aussi sur le plan coût. Une chaîne logistique qui est peu fiable, ça nécessite plus de moyens, donc plus d'investissement, plus de coûts, plus de stock de sécurité. Et ça représente un coût supplémentaire et un coût opérationnel supplémentaire pour ces entreprises qui travaillent généralement en juste à temps, en flux tendu. Ça, c'est sur le plan structurel. Par contre, sur le plan conjoncturel, il y a aussi des problèmes, comme c'est déjà expliqué, par rapport au ralentissement de l'économie en Europe. Il y a le problème aussi, vu le contexte international, de pénurie de matières premières, de coûts de matières premières. Il y a le coût de transport qui augmente aussi beaucoup. Et il y a des facteurs comme le taux de change et l'inflation qui peuvent augmenter les coûts et impacter malheureusement la compétitivité des acteurs en Tunisie. En premier lieu, je dirais la tendance mondiale des groupes automobiles qui souhaitent réduire leur dépendance à l'Asie. Et là, la Tunisie elle doit se positionner et doit capter une partie de cette relocalisation pour en profiter. Le deuxième point, je dirais la stratégie de diversification. Donc, ces acteurs doivent développer une stratégie de diversification produit, diversification marché pour réduire un peu les risques de la dépendance. On peut parler aussi de la coopération inter-acteurs ici en Tunisie, entre les entreprises du secteur en Tunisie. Cette coopération peut améliorer le taux d'intégration de la chaîne de valeur, d'une part, mais aussi peut aider les entreprises à réaliser des économies d'échelle à travers des stratégies de mutualisation. Et là, on prend peut-être l'exemple de les stratégies d'achat, mutualisation des achats. C'est un sujet qui peut être étudié et qui peut réaliser des savings pour les entreprises et renforcer leur pouvoir de négociation avec leurs partenaires. Il y a d'autres points aussi concernant le positionnement sur des produits à forte valeur ajoutée, en améliorant d'une part le taux d'intégration et aussi en se focalisant sur l'innovation logicielle, l'ingénierie et l'innovation logicielle dans le secteur automobile. Il y a aussi tout ce qui est production de pièces de véhicules électriques, ça c'est aussi une piste. On peut parler aussi des accords, une meilleure exploration des accords commerciaux, par exemple l'accord ZLECAf avec les pays africains, même si on sait les contraintes logistiques et les contraintes administratives, mais ça mérite d'être étudié. Voilà. Il y a tout ce qui est aussi normes et exigences, nouvelles exigences en termes de décarbonation. Ça peut être aussi une menace, mais je pense qu'en Tunisie, on a les compétences nécessaires et on a le savoir-faire et la conscience aussi pour s'aligner avec ces nouvelles exigences et de bien se positionner auprès de nos clients. Un sujet aussi autour de l'énergie. On sait que l'énergie, c'est le deuxième poste de charge en Tunisie par rapport au coût opérationnel. Et là, l'autoproduction de l'énergie peut aider et peut améliorer la performance opérationnelle. Et le dernier point, je dirais, tout ce qui est exploitation des nouvelles technologies de l'industrie 4.0.
Et là, je me permets de vous donner un peu quelques chiffres par rapport à l'état des lieux de l'industrie 4.0 avec un focus secteur automobile, selon le baromètre EY qui a été élaboré en l'édition 2024 en collaboration avec Unido et Innovation. Alors, ce qu'on a constaté, que uniquement 13% des entreprises ont développé une stratégie Industrie 4.0, uniquement 13% ont des programmes de formation Industrie 4.0 pour tous les collaborateurs, soit on participe à des événements, soit on fait des formations spécifiques pour les directeurs uniquement. La première attente, objectif principal derrière ça, selon les acteurs, c'est l'efficience de la production, c'est tout à fait logique. Et le premier défi, c'est le financement, c'est le coût élevé de cette transformation Industrie 4.0. En termes de menaces, alors il y a la tension actuelle, je pense géopolitique, et spécialement ce qui se passe en termes de guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe. Cette guerre commerciale peut impacter, peut ralentir davantage l'économie européenne et par la suite nous impacter, nous, sur le plan secteur automobile en Tunisie. Ça d'une part. Il y a la concurrence. Il y a la concurrence régionale. On parle du Maroc qui s'est bien positionné auprès de constructeurs français comme Renault et PSA. Par la suite, il y a la fuite des cerveaux. Et là, ça engendre un manque en termes de compétences, surtout pour des skills pointus nécessaires pour la R&D, pour l'innovation. Et voilà, et par la suite, le fait de ne pas s'aligner avec les nouvelles exigences ou les nouvelles tendances en termes de technologie, ça, on risque de passer à côté et de ne pas être à la page et être performant face à une concurrence très forte. Même si on est relié à des donneurs d'ordre, l'innovation, elle est toujours possible. Voilà. Et là, on doit tout d'abord bien comprendre les besoins stratégiques de ces donneurs d'ordre, s'aligner avec leur roadmap. Et là, par exemple, l'Open Innovation peut être la solution par rapport à ça. Et puis, il y a des approches plus opérationnelles à mettre en place, à adopter, selon le contexte de chaque entreprise. Si une entreprise, par exemple, elle n'a pas assez de marge de manœuvre avec son donneur d'ordre, elle peut adopter une approche d'innovation incrémentale. Elle peut agir sur les process, par exemple, à travers la refonte, à travers la réingénierie, à travers l'implémentation de solutions digitales pour réduire les coûts, les délais, le gaspillage, les non-conformités. Ça d'une part. Sinon, si on a plus de marge de manœuvre ou on a un taux d'intégration plus élevé, on peut faire de l'innovation produit en se basant sur de la R&D par exemple, ce qui est un travail plus lourd en termes d'investissement, de temps et nécessite plus de compétences. Et selon le contexte de chaque entreprise, on peut combiner les deux approches. Mais dans tout ça, les acteurs aujourd'hui en Tunisie ont besoin d'un appui pour financer cette innovation. Ils auront besoin aussi d'être accompagnés à travers des mécanismes, des programmes pour concevoir et pour mettre en œuvre cette innovation. Et je dirais un brand secteur. Je dirais un brand secteur. Nous, si on se base sur les points forts de la Tunisie, surtout la qualité de la main-d'œuvre, la Tunisie peut devenir un centre d'ingénierie et d'innovation logicielle du secteur automobile, quoi. Et là, ça d'une part, c'est un point fort et ça, un point de différenciation, je pense. Alors, comment travailler sur ça? Voilà, il faut avoir tout d'abord un plan de com percutant, multicanal. Ça a été abordé en partie sur le pacte automobile, sur l'axe visibilité et image. Voilà, donc il faut communiquer à travers le lobbying gouvernemental, à travers le secteur privé, les événements, le digital, il est très important. On doit mettre en avant les success stories en Tunisie, le savoir-faire des experts et des entreprises. Voilà, tout ça, ça va permettre de se différencier et de créer une identité unique, différente pour le secteur automobile en Tunisie. Et pourquoi pas créer un label. Un label secteur commun pour le secteur automobile en Tunisie. Ce label doit matcher avec l'identité du secteur, les objectifs stratégiques et tout.
Et voilà, donc, et je profite de cette occasion pour proposer Tunisia Mobility Hub comme un nom de label. Voilà. Le premier point, c'est l'amélioration de la gestion des flux au niveau des ports. Le temps, c'est de l'argent. Voilà, donc pour assurer une fluidité de la chaîne logistique, de la chaîne d'approvisionnement, on doit maîtriser les délais, principalement au niveau de la logistique portuaire. Plus de simplification de procédures et moins de rigidité réglementaire, voilà, d'une part, et puis par la suite développer une offre pays pertinente. C'est des branches spécialisées, voilà, et qui doivent toucher aux compétences manquantes pour faire un focus sur la partie R&D et innovation. Tout ce qui est en relation aussi avec ce qu'on a dit sur le plan Industrie 4.0, c'est l'appui au financement de ces projets de transformation digitale. Plus de sensibilisation des acteurs, parce que l'enjeu il est important, et puis par la suite des programmes d'accompagnement des entreprises pour s'aligner avec les nouvelles exigences. Je pense qu'on a tous les ingrédients pour faire développer davantage ce secteur. On continue à bien collaborer, les différentes parties prenantes du secteur public et privé. Je pense que c'est la bonne voie à suivre.